Bonjour madame, bonjour monsieur, soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition de Plaisir de lire sur Zouk TV. Comme chaque mercredi, j'ai la possibilité de recevoir des invités et ce soir, cet après-midi, j'ai deux invités de marque. Donc à ma gauche, j'ai Madame Delors. Bienvenue Madame Delors. Merci. Et puis bonjour à vous qui nous écoutez. Merci. En face de Madame Delors, ce ne sera pas un combat, je vous assure, mais ce sera très intéressant. Nous avons Monsieur Landau, Pierre-Philippe Landau, qui commence à devenir un vieil habitué de l'émission. Monsieur Landau, c'est avec grand plaisir que nous te recevons à chaque fois. Le plaisir est partagé, il n'y a aucun souci. C'est toujours très intéressant. Il n'y a aucun problème. Comme vous le savez, dans Plaisir de lire, nos invités partagent des ouvrages, des livres qui les ont touchés, soit récemment ou bien il y a très longtemps. En tout cas, ils ont pour point commun d'aimer la lecture, en tout cas d'être touchés par la littérature. Il y a toute forme de littérature. Et donc, nous allons commencer avec Madame Delors. Donc, Madame Delors, de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui? Eh bien, aujourd'hui, je vais vous parler d'Hannah Arendt. Alors, j'ai choisi Hannah Arendt non seulement parce que c'est une femme, mais aussi parce que le titre « La crise de la culture », c'est un ouvrage qui correspond à ce que nous vivons aujourd'hui. Pourtant, cet ouvrage a été écrit en 1961, mais garde toute son actualité. Donc, je te remercie de me donner cette possibilité de parler de ce que ça signifie, une crise. Et donc, je dirais d'abord, pour présenter Hannah Arendt, que Hannah Arendt, ce titre, La crise, c'est aussi l'expression pour elle de l'ensemble des crises qu'elle a elle-même traversées, parce qu'elle a une vie de crise. Et qu'est-ce qu'une crise? Une crise, c'est pas simplement un moment de difficulté. La crise signifie deux choses. À la fois, un moment où il y a une rupture, mais en même temps quelque chose qui va advenir. Donc, il n'y a pas un aspect totalement négatif dans une crise. Et pour revenir à sa vie, puisque elle naît en Allemagne en 1906, et donc à 27 ans, donc, elle est poursuivie et internée dans un camp en Allemagne. 4 ans après, elle s'enfuit dans des conditions vraiment difficiles. Ensuite, après, elle va à Lisbonne et elle fait la traversée pour aller aux États-Unis. Elle fait trois semaines d'un voyage mouvementé. À l'époque, il faut voir dans quelles conditions on voyageait. Et donc, elle arrive aux États-Unis ne sachant pas parler l'anglais. Et donc, c'est une nouvelle façon pour elle de s'adapter. Et quand elle parle de la crise, elle parle de la crise comme étant un moment de rupture, mais pas négatif. C'est un moment de rupture qui est positif. Donc, c'est important de comprendre ça parce que si on ne comprend pas ça, on va penser qu'une crise, c'est toujours quelque chose de négatif. Une crise naît, comme elle dit, de la rupture entre le monde moderne et la tradition. Par tradition, il faut entendre le passé, il faut entendre les coutumes. Et ce qu'elle dit, c'est important. Une société, si elle veut résoudre une crise, elle ne peut pas reprendre les habits de la tradition. Tout simplement, sinon elle se condamne à reproduire la crise. Alors, voilà ce qu'elle dit de façon magistrale. Elle dit la chose suivante. La crise de la culture s'explique tout d'abord par la massification. C'est-à-dire
Une société de consommation de masse rompt avec la tradition culturelle parce qu'elle traite tout objet comme un produit consommable. Autrement dit, elle dit que si on traite une chose, quelle qu'elle soit, comme un objet de consommation, ça peut être le vaccin, comme un objet aussi simplement qui appartient à la politique, eh bien, on ne se met pas dans une situation où on va pouvoir avancer. Au contraire, ce sera un échec. Et justement, ce qu'elle dit de très important, et je la cite, une crise ne devient catastrophique que si nous y répondons par des idées toutes faites. Et c'est pourquoi aujourd'hui, quand on répond à la crise par le recours à ce qu'on sait déjà, l'histoire, ou encore toute forme d'idées qui se trouvent présentes dans le monde, ben, on ne cède pas à résoudre une crise. C'est pourquoi on a l'idée que ça tourne en rond. Et elle poursuit en disant une chose, la crise générale qui s'est abattue sur tout le monde moderne et qui atteint presque toutes les branches de l'activité humaine se manifeste différemment suivant le pays. D'accord? Et pour régler une crise, il faut mettre de côté les préjugés. Et qu'est-ce qu'un préjugé? C'est une idée toute faite, c'est une croyance. Et qu'est-ce qu'une croyance? C'est une adhésion sans preuve à quelque chose. Tant qu'on est là-dedans, ben, on ne voit pas le bout du tunnel. Et ce qu'il faut justement faire, elle le dit, plutôt que de chercher des réponses, il faut revenir aux questions. Dis-moi, Madame Delors, par rapport justement à cette idée de crise présentée par Hannah Arendt, est-ce qu'elle s'arrête sur la crise des sociétés ou bien son analyse peut aussi s'appliquer à d'autres niveaux, peut-être au niveau familial, au niveau personnel, au niveau, tu as parlé de pays tout à l'heure. Oui. Est-ce que c'est forcément voir crise de culture, crise mondiale? Est-ce qu'il y a une distinction entre les crises? Bonne question. Tu me fais l'honneur de préciser encore ma pensée et particulièrement la question de la culture. Quand on regarde l'étymologie du mot culture, ça veut dire cultiver, ça veut dire soigner, prendre soin, protéger. Et c'est pourquoi la culture va avec éducation. Et dans son ouvrage, il y a 8 articles qui sont indépendants, c'est-à-dire qu'on peut lire la crise de l'éducation indépendamment des autres articles. Et donc, la question de la culture est inséparable de la question de l'éducation. C'est inséparable de la question du politique, c'est-à-dire de la vie de la cité. Autrement dit, que ce soit la culture, c'est non seulement un aspect individuel, mais un aspect collectif. Et donc, tu peux trouver réponse non seulement à un questionnement personnel, mais aussi un questionnement collectif. Donc, la crise n'a pas simplement une signification subjective. C'est une signification collective aussi. Parce que le sujet, autrement dit, la personne, eh bien, elle est inscrite dans le monde. Donc, face à ça, il faut qu'elle s'engage dans la complexité du monde. Et pour s'engager donc dans le caractère complexe du monde, qu'est-ce qu'il faut? Il faut absolument se poser des questions et non des réponses. Et la philosophie, c'est d'abord le questionnement. J'insiste dessus parce que questionner, c'est pas simplement soupçonner. Dans le soupçon, il y a une intention malveillante. Il ne s'agit pas de cette intention malveillante, c'est-à-dire il y a quelqu'un qui me veut du mal en quelque part là. Absolument pas ça. Le doute, c'est suspendre son jugement dans l'attente d'une vérité. Et ça, c'est important.
Donc c'est pas je suis prudent et puis je soupçonne. C'est je suis prudent, je suspends mon jugement dans l'attente de la construction d'une connaissance vraie. Autrement dit, celui qui doute a toujours en perspective comme finalité le vrai et la connaissance. Il ne dit pas la connaissance c'est impossible. Il dit c'est possible. Maintenant, la connaissance c'est pas une possession, c'est une construction. Et donc, pour revenir à ce que nous disions, le propre d'une crise, c'est faire émerger un élément inattendu. Nous y sommes. Il faut faire émerger des éléments inattendus. Et c'est parce qu'il y a de l'inattendu que les gens interprètent « Ah ouais, mais on ne nous avait pas dit ». Mais c'est le propre d'une crise d'avoir des éléments inattendus. Et c'est le propre d'une science, comme j'ai eu à le préciser, c'est le propre de la science d'aller en construction. On tâtonne. Et bien dans la crise aussi, s'il y a le tâtonnement. Et ça, on a des difficultés pour un certain nombre à comprendre que le tâtonnement, c'est pas négatif. On peut dire une chose là, d'accord, et puis c'est pas vrai un mois après. D'accord? Pourquoi? Parce que la situation est différente. Il y a aussi ce côté où, je vais peut-être généraliser, où l'être humain a tendance à partir de certitudes, parce que peut-être ça le rassure, en se disant, ça je sais, et si je remets en question cette idée, je vais dans un terrain, dans les sables mouvants, j'ai peur de voir de qu'est-ce qui peut se passer. Tandis que je suis sous la terre ferme, ça je sais, ou bien j'ai toujours pensé que c'est comme ça. Et si c'est différent, je serai un peu perdu. Et peut-être, justement, comme tu dis, l'objectif de la crise, c'est de nous aider à remettre en question, à avoir une autre perspective. Peut-être, on voit en fait une partie de la table, et puis la crise nous montre, tiens, il y a des côtés, il y a d'autres choses qu'on ne voit pas. Tu as bien compris. Et c'est excellent ce que tu dis. Je ne suis pas philosophe, j'essaie de me plonger dans la pensée d'Hannah Arendt. Oui, mais ce que tu dis est important parce que pour qu'on puisse échanger, il faut que chacun nous apportons quelque chose. C'est ça, discourir. Discourir, c'est pas un monologue. C'est pas, je suis pas là et je fais un monologue et toi, tu es dans l'admiration et non. Discourir, c'est apporter, chacun nous apportons et tu m'aides à penser comme moi je t'aide à penser. Et c'est ça le dialogue platonicien. Platon dit bien que en réalité, nous avons une connaissance à l'intérieur de nous. Simplement, le dialogue doit faire émerger cette connaissance. Et donc, faire émerger, ça demande du travail, des efforts. On ne peut pas être couché là et puis avoir assis et puis rêver. S'il n'y a pas de rêverie en philosophie, il y a un travail d'effort, d'interrogation. Ne pas se satisfaire de ce qu'on croit être la chose. D'accord? Donc, il y a des croyances qui sont positives, mais il y a des croyances qui sont négatives. Et donc, penser, c'est faire ce tri-là. Parce que l'homme a besoin d'adhérer en quelque part. Mais pour sortir d'une crise, il faut arriver à un élément inattendu. Alors, l'élément inattendu, ça peut être par exemple, une grève, ça peut être des émeutes, ça peut être une pandémie, c'est le cas. D'accord? Et puis, on fait émerger quelque chose de nouveau concernant l'homme. Mais c'est ça. C'est-à-dire que ça nous pousse dans nos derniers retranchements. Et faire émerger l'inédit, c'est notre défi aujourd'hui. Voilà. Donc, moi, j'ai beaucoup aimé ce que tu disais au début par rapport au fait que souvent, on a tendance à voir la crise comme quelque chose de négatif ou entièrement négatif. Bon, c'est sûr que c'est le propre d'une crise. Une crise, mais perturbe la marche, entre guillemets, normale, nos habitudes, comme tu as parlé de tradition. Mais c'est vrai que il y a certaines cultures, certaines civilisations, pour qui la crise, il y a ce côté de remise en question, de chute, mais aussi
d'opportunité, Oui, ben c'est ça. de découverte, Ah, ben, occasion très de faire différemment Très et de transformer, bon, en espérant mieux, mais Ouais. et je pense que c'est certainement lié à notre attitude. Si nous décidons, on se dit, bon, c'est la crise, on n'y peut rien, les choses tournent mal, la crise sera forcément négative. Oui. Mais si on se pose la question, bien, j'ai toujours fait comme ça, comment je pourrais faire différemment afin de tirer une leçon ou de Oui. sortir grandi? Oui, c'est-à-dire que tu fais bien de le préciser, une crise nous pousse à faire face à quelque chose d'inédit et de nouveau. Et ce caractère inédit, nouveau, inattendu, nous pousse à jeter les masques. Les masques tombent, on ne peut plus être comme avant. La preuve, c'est que tout le monde découvre tout le monde. Eh bien, sur le net, je ne comprenais pas qu'un tel aurait pu m'assassiner de point de vue, non pas au sens propre, mais au sens figuré. D'accord? Chacun se tombe dessus, dans les familles, ça se déchire, etc. Et dans le cercle d'amis aussi. Mais c'est parce que dans la crise, il y a quelque chose d'inattendu. Et inattendu, non seulement pour le sujet lui-même, mais aussi pour la communauté. Et donc, et c'est pourquoi je dirais que la crise révèle. C'est pas la crise qui est la cause, c'est un révélateur. La crise nous permet de distinguer, séparer ce qui n'est plus d'usage encore. Non, c'est inefficace ça. On passe à autre chose. Et ce passage à autre chose, c'est compliqué pour tous. Il n'y a pas de ceux qui sont plus intelligents par rapport à ça, parce qu'il faut faire avec nos émotions. Mais il y a ceux qui acceptent en quelque part, avec modestie, parce que je le dis, c'est bien ça, parce que Hannah Arendt, c'est une femme extrêmement modeste. Elle a toujours dit que je ne suis pas une philosophe. Je ne suis pas une philosophe, mais par contre, je peux réfléchir sur ce qu'est la philosophie. Et donc, et sa mort, c'est comme inattendu. Elle invite, elle meurt à 69 ans, et donc, elle invite un couple, et donc, tout se passe bien, on prend l'apéritif, etc., et elle s'assied. Et puis, à un moment donné, elle parle, et puis, on la voit. Complètement, elle perd connaissance, et voilà comment elle meurt, Hannah Arendt. Voilà. C'est-à-dire que, comme elle écrivait, une vie n'a de sens que par rapport à la mort. Ça, la vie révèle comment ta mort sera. Et donc, par conséquent, l'inattendu, elle a vécu aussi concernant la mort. Et donc, s'il y a quelque chose que la philosophie nous apprend, c'est que notre existence n'a de valeur que par rapport à la mort. Parce que dans une société où on pense que la mort, c'est un mal absolu, la mort, c'est quelque chose qui fait partie de la vie. Et donc, et quand on construit nos existences, il faut faire avec ce caractère mortel et inattendu de la mort. Voilà. Petite question par rapport à nos téléspectateurs. Ouais. Le style d'Hannah Arendt, notamment dans la crise de la culture, est-ce qu'il est accessible? Est-ce que j'ai besoin d'être un spécialiste de philosophie pour comprendre, pour arriver à suivre? Comment caractériserais-tu son style? Alors, je dirais une chose, c'est que faire de la philosophie, c'est d'abord, comme j'ai eu l'occasion de le dire avec Descartes, c'est aller vers le simple. Et faire le simple, c'est plus difficile que faire du compliqué. Faire du compliqué, c'est donner à tout un chacun. Il n'y a aucun souci. Mais faire du simple pour être compris, c'est compliqué. Pourquoi? Parce que chaque mot a un sens et il faut qu'il soit précis. Il faut qu'il sonne et résonne. C'est-à-dire sonner au sens où, quand on dit un mot, ça fait référence à quelque chose en l'autre. Quand par exemple Hannah Arendt dit qu'il faut faire tomber les masques, ça veut dire qu'on ne joue plus de rôle. Chacun voit qui est qui. D'accord?
Et c'est ça l'intérêt. Et le style, justement, d'Hannah Arendt, c'est simple. D'accord? Et donc, moi, je me dis, tout un chacun peut lire comme il veut, au début, au milieu. Je prends la crise de l'éducation, il y a la question du politique. Je prends indépendamment, c'est indépendant. Chaque chapitre Descartes, c'est interdépendant, mais pas Hannah Arendt. Et c'est ça qui est intéressant. Donc si c'est l'éducation qui t'intéresse, il n'y a pas de souci, on va vers l'éducation. D'accord? Donc, j'invite tout un chacun à faire ce travail-là. Pourquoi? Parce que penser au niveau, penser, c'est tout simplement ne pas rester dans le caractère binaire des choses. Bon, mauvais, bien, mal. Non, justement. Penser, c'est affronter justement nos propres interrogations. C'est s'interroger. Pourquoi on pense ça à ce moment précis-là? C'est ça. Et c'est ça qu'elle nous dit. Elle nous dit qu'il faut absolument faire apparaître quelque chose de nouveau. Pourquoi faire? Pour assumer nos responsabilités. Parce que c'est un bien grand mot, la responsabilité, mais quand on le décortique un petit peu, reste veut dire répondre de. Ça veut dire je suis auteur. Je suis auteur de l'acte que j'ai posé, par exemple. Je suis auteur de ce que je dis. C'est-à-dire que... Et donc, on a parfois des difficultés, même à mettre son nom, pour dire, bon, voilà, c'est moi qui ai écrit ça. D'accord? Non, c'est anonyme, c'est nous, voilà. Alors que le jeu, c'est le commencement de la responsabilité. Donc, répondre de ses actions, dire, être responsable, c'est dire, oui, je suis auteur. Et je me suis engagé en disant ça. Maintenant, quand tu t'es engagé, tu peux prendre des coups, tu peux ne pas prendre des coups. Bien sûr. Mais le plus souvent, tu vas en prendre. Mais c'est fait pour ça. La pensée, les idées cheminent. Et en cheminant, il y a des obstacles, il y a des gens qui répondent brutalement, émotionnellement, et les émotions peuvent être rationalisées ou pas, mais ça fait partie de l'humain aussi. En tout cas, merci beaucoup, Madame Delors, pour ta prestation. C'est toujours un délice de t'écouter et tu nous aides à réfléchir, comme tu as dit, à réfléchir seulement à nos traditions. Dans la tradition, nous avons de bonnes choses, mais il y a aussi des choses que nous pouvons changer. Oui. Ou bien on peut avoir de nouvelles traditions, oui, tout simplement. C'est pas quelque chose de figé. Et retenir très bien qu'une crise ne devient catastrophique que si on y répond par des idées toutes faites. Voilà. Nous allons conclure avec toi sur ces belles paroles pour nous aider justement à réfléchir. Donc je ne sais pas si avec notre ami Pierre-Philippe, nous aurons cette opportunité de réfléchir ou si c'est déjà du tout fait. Alors, je ne vais pas philosopher. On va parler de choses, mais la philosophie c'est une discipline concrète certes, mais l'histoire nous exige de nous que nous soyons concrets dans l'étude du passé en fait. D'accord? Donc je vais vous parler d'histoire aujourd'hui et je vais en particulier vous parler d'histoire biblique. Parce que la Bible, c'est un livre qui contient un certain nombre de choses, des prophéties, mais il contient également la narration d'un certain nombre de récits qui vont de la Genèse, puisque la Genèse c'est un récit, etc., qui explique la création du monde, à la conquête d'Israël, à la conquête de Canaan par Israël, en passant par l'Exode, d'accord, et puis en arrivant à ce qu'on appelle la période salomonique, c'est-à-dire durant laquelle Salomon et David ont régné sur Israël. Et puis, il y a encore d'autres éléments historiques qui évoquent donc le passé d'Israël au 7e, au 6e et au 5e siècle avant Jésus-Christ. Alors là, nous sommes avant Jésus-Christ. Voilà de quoi je vais vous parler. Et je vais vous parler de ça avec l'œil de l'auteur du livre en question, qui s'appelle Israël Finkelstein, qui est un archéologue israélien, qui justement s'est posé ces questions-là, de savoir si la Bible était effectivement la parole de Dieu et si
les faits historiques qu'on y trouve s'étaient effectivement déroulés tels qu'ils sont expliqués et présentés dans les livres que je viens d'évoquer, l'Exode notamment. Enfin bon, bref. Donc, quel est le nom de l'ouvrage? Alors l'ouvrage est intitulé La Bible dévoilée. D'accord. Voilà, parce que bien évidemment, Israël Finkelstein, en tant qu'archéologue, a travaillé sur du concret. Et il a réussi à montrer que la Bible n'était pas aussi crédible dans ce qu'elle racontait que cela. D'accord? Alors je vais essayer de vous présenter tout ça. En commençant par le commencement et en commençant par la Genèse. Alors, bon, bien évidemment, pour Israël Finkelstein, la Genèse, bon, c'est un tissu de légende. Mais il nous demande quand même de faire attention de bien être conscient du fait que le texte même hébreu qui a permis de rédiger la Genèse ressemble à bien des égards, dans son vocabulaire notamment, à la manière d'écrire l'hébreu au 7e siècle avant Jésus-Christ. Voilà, il pose ça comme principe et cette date-là aura une très très grande importance, on verra plus tard pourquoi. Alors, donc l'une des premières questions que se pose Israël Finkelstein, c'est de savoir est-ce que l'Exode l'Exode s'est véritablement déroulé tel que la Bible le présente. Alors, en tant qu'archéologue, pour cela, il a fait des recherches archéologiques, des fouilles, etc. Il a fouillé le sous-sol de l'est de l'Égypte, puisque c'est là dont sont partis les Hébreux. Et puis, il a fait également des fouilles sur tout le chemin que les Hébreux étaient censés avoir suivi pour se rendre vers la terre promise en Canaan. Et il n'a rien trouvé dans le sous-sol qui prouverait que des Israélites, des Hébreux se seraient déplacés dans cette zone-là pendant une quarantaine d'années. Parce que n'oubliez pas que selon la Bible, l'Exode a duré 40 ans. 40 ans de pérégrination à travers le désert. Donc 40 ans, c'est quand même beaucoup. Et théoriquement, il devrait y avoir des traces de ce déplacement sur le chemin de Canaan. D'accord? Des bouts de tissu, des morceaux de poterie, du verre, des ossements d'animaux domestiques, des choses comme ça. Et malgré toutes les fouilles qu'il a effectuées, il n'a pas trouvé du tout de traces archéologiques de cet exode-là. D'accord? En plus, il argumente le fait que s'il y avait eu un exode, d'accord, s'il y avait eu effectivement des Hébreux à s'être déplacés vers le nord, la zone étant sous contrôle égyptien, d'accord, puisque les Égyptes étaient une puissance militaire, les forts militaires égyptiens se trouvant dans cette zone-là auraient constaté effectivement un déplacement massif de plusieurs dizaines de milliers de personnes. Et que forcément, les Égyptiens, les fonctionnaires égyptiens auraient rapporté dans leurs écrits, dans leurs comptes rendus, le déplacement d'une telle masse de personnes. D'accord? Donc, il considère que pour ces deux raisons-là en particulier, l'Exode est un récit mythique. L'Exode ne s'est pas déroulé tel que la Bible le dit. Alors, il essaie de comprendre quand même pourquoi ce récit est apparu. Alors, il va donner une explication rapide, et puis il va donner plus tard dans le livre une explication un petit peu plus approfondie. Alors, l'explication rapide, c'est qu'il se pourrait que les gens de l'époque aient été très marqués par la migration d'un peuple qui s'appelait les Hyksos, dont on a tous entendu parler, un peuple d'origine sémitique qui aurait vécu en Égypte pendant un certain temps et après se serait déplacé. Donc il se pourrait que l'exode soit la conséquence mythique, si vous voulez, de ce déplacement, de cette migration que les Hyksos auraient faite vers l'Est. Pour lui, c'est ça qui est l'origine réelle de ce récit. Bien.
Mais il précise quand même, et il nous demande de considérer le fait que beaucoup de personnages, de lieux et de faits qui apparaissent dans l'Exode rappellent en fait le 7e siècle. D'accord? Parce que, j'ai omis de le dire tout à l'heure, d'après les premières recherches qui avaient été faites par des historiens anciens, l'Exode se serait déroulé aux alentours de 1500 à 1200 avant Jésus-Christ. D'accord? Mais lui, Finkelstein, il constate que dans ce récit-là, il y a énormément de détails au niveau du nom des personnes, au niveau des lieux évoqués, au niveau des coutumes, etc., qui évoquent le 7e siècle. Donc c'est bien qu'il y a un souci. Si, comment dirais-je, le 7e siècle surgit dans un récit qui est censé s'être déroulé au 12e ou au 13e siècle, c'est bien qu'il y a un problème. Bien. Et il va expliquer par la suite dans le livre la raison d'être de ce problème-là, de ce décalage-là. Bien. Alors, l'une des raisons qui lui font douter, enfin, à part ce que j'ai déjà argumenté tout à l'heure, l'une des raisons qui le font douter de la précision historique de l'Exode, c'est que on évoque dans ce récit-là, ainsi que dans les récits, pardon, pas dans l'Exode, on évoque dans la Genèse. Dans la Genèse, donc c'est l'une des raisons qui lui font argumenter que le décalage historique est tangible, c'est que dans la Genèse, on évoque donc le déplacement d'Abraham, etc. Dans différentes régions de la Mésopotamie, de la Palestine actuelle, etc. Et on évoque la présence de chameaux lors de ces déplacements-là, puisque Abraham était un nomade et qu'il se déplaçait. Il se déplaçait dans des caravanes, sur des caravanes constituées de chameaux. C'est que, en fait, les chameaux ne sont apparus au Moyen-Orient qu'aux alentours des années 1100. D'accord? Donc, il tire la conclusion que les scientifiques qui, avant lui, s'étaient intéressés à l'historicité de la Bible et qui avaient situé l'Exode et la Genèse et l'arrivée d'Abraham donc dans ce récit-là, où gens qui avaient donc situé ces épisodes de la Genèse au XVIIIe siècle avant Jésus-Christ, qu'ils se sont trompés, ou en tout cas qu'ils se sont trompés quelque part, ou en tout cas le récit n'est pas historique, puisque les chameaux ne sont apparus, je l'ai dit tout à l'heure, qu'au XIe siècle. Donc c'est qu'il y a bien un décalage entre le récit de la Bible, si vous voulez, et puis l'histoire elle-même telle que les historiens l'ont étudiée, l'ont découverte. Est-ce que l'auteur fait aussi un travail sur la linguistique, dans le sens où, pour prendre l'exemple du chameau, le chameau appartient à une famille particulière. Bon, oui. Je ne vais pas essayer de donner le nom. Est-ce que si on prend peut-être les textes d'origine, ce ne serait pas un terme presque commun qui ferait penser peut-être que ce serait une mauvaise traduction par rapport au texte commun? Non, il n'y a pas eu ce genre d'argumentation dans son livre. Il y a simplement eu l'évocation du fait que les chameaux étaient apparus en fait à une autre époque et que donc le récit concernant Abraham ne pouvait pas être historique, quoi, ne pouvait pas être valable, ne pouvait pas être valablement retenu comme étant historique, quoi. D'accord? Voilà. Alors, ça c'est une première chose. Alors, il y a une deuxième chose, c'est que il essaie d'expliquer pourquoi quand même dans la Genèse on évoque des personnages comme Abraham, comme Isaac, comme Jacob. Il considère que ces personnes-là n'ont jamais existé parce qu'il n'y a pas de traces crédibles de leur existence, mais que s'ils apparaissent dans ce récit, c'est qu'ils sont le symbole de quelque chose.
d'accord, et qui sont en particulier le symbole de groupes sociaux ou bien de groupes ethniques qui se sont croisés, qui ont évolué dans cette zone, dans cette partie du monde-là. D'accord? Et quand on évoque dans la Genèse les relations matrimoniales de gens qui se marient les uns avec les autres, etc., comme Abraham qui s'est marié avec Sarah, comme Jacob qui s'est marié avec Agar, je crois, enfin bon, tous ces mariages-là, pour lui, ce ne sont pas des mariages au sens strict du terme, mais ce sont des métaphores de relations commerciales entre les groupes sociaux qui étaient symbolisés par les patriarches en question. D'accord? Voilà ce qu'il explique, ce qu'il présente comme hypothèse, comme théorie. J'essaie de comprendre l'hypothèse. Hein. Oui. Donc, ça veut dire, si on prend l'auteur, ce qu'on voit comme les mariages, ce serait des accords commerciaux. Ce qu'on décrit dans la Genèse comme étant des mariages étaient en fait des relations commerciales. D'accord, ou bien des relations diplomatiques entre des groupes sociaux ou bien des groupes ethniques et dont le souvenir s'est perpétué à travers des légendes en fait, mais qui ont utilisé le terme de mariage à la place de relations commerciales ou bien de relations diplomatiques. Ça a été des métaphores en fait de relations qui étaient plus commerciales que véritablement. Est-ce que dans son hypothèse, il a approfondi la chose par rapport à la postérité de ces 10 mariages ou de ces 10 accords commerciaux? De manière plus ou moins directe, oui, puisqu'il continue, au fur et à mesure des chapitres, il continue à s'interroger sur l'historicité des faits qui ont suivi la Genèse et l'Exode. Et il s'intéresse en particulier à la conquête de Canaan, à la conquête de la terre promise. Puisque vous savez que les Israélites, donc, après avoir laissé l'Égypte, se sont dirigés vers la terre promise, donc la terre de Canaan, et qu'ils étaient dirigés à ce moment-là par le dénommé Josué, un grand chef de guerre, d'accord, qui a mené les Israélites à la victoire contre les Cananéens, notamment en investissant des villes comme Jéricho, mais beaucoup d'autres aussi. Hein. Oui, bien sûr. Et je ne sais pas si vous vous souvenez de l'épisode des trompettes de Jéricho. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? D'après la Bible, les Israélites ont entouré la ville de Jéricho, en ont fait plusieurs fois le tour, et ça a occasionné l'effondrement des murailles, un incendie dans la ville, d'accord, qui a permis aux Israélites de l'investir et puis de s'accaparer de cette ville et de sa région. Alors bien évidemment, oui quoi? Plus les trompettes. Alors, sans compter les trompettes aussi, hein, bien évidemment pour lui, c'est une légende purement et simplement, et donc il s'est appuyé notamment, encore une fois, sur le résultat de ses fouilles archéologiques. Il a fouillé les alentours de Jéricho et il n'a pas trouvé de traces d'une destruction brutale de cette ville-là. Donc pour lui, il n'y a pas d'historicité non plus à évoquer cet épisode-là. Pour lui, c'est un épisode légendaire, d'accord, qui n'a rien d'historique. Ok? Bien. Mais il explique plus tard dans le livre pourquoi, néanmoins, la Bible raconte cela. Parce que un aspect extrêmement important du livre, c'est l'étude des raisons qui ont fait que la Bible a été écrite. D'accord? Parce que pour lui, la Bible n'a pas surgi comme ça par hasard. Pour lui, elle est le résultat d'une volonté politique, en fait, que je vais évoquer tout à l'heure. D'accord, dans la deuxième partie de mon intervention, si j'en ai encore le temps, parce que je vois que Ludovic me fait... Oui, je voulais simplement... Alors, si vous avez des questions, je suis... faire une observation. La première observation, c'est concernant la notion de récit. C'est-à-dire que je pense que la notion de récit, c'est une notion qui est très importante. Oui. Le récit, c'est un discours que l'on tient sur une chose. D'accord? L'homme est un être de récit. Oui. C'est-à-dire que nous avons besoin en tant que sujet de nous raconter. D'ailleurs, on dit raconter des histoires. Les WhatsApp sont là pour raconter des histoires. Donc on est dans le récit. Et donc là, l'auteur semble dire que
le récit biblique n'est pas un récit qui est nécessairement vrai puisqu'il n'y a pas de preuve. Non, Ok. il ne dit pas qu'il n'est pas vrai. Il dit qu'il n'est pas historique. Oui, mais bon. Il dit qu'il n'est pas historique. C'est pas exactement la même chose. C'est-à-dire qu'on n'a pas de traces concrètes de son existence effective. D'accord ? Mais il est complètement conscient que ce récit-là avait son utilité et sa raison d'être. Oui. Et il explique pourquoi, justement, dans la deuxième partie de son livre. Donc il évacue la notion de vérité. Non, il n'évacue pas la notion de D'accord. vérité. Il se base sur la notion de vérité puisqu'il est un scientifique, un archéologue. Mais d'accord. D'accord. Au contraire, il était à la recherche de la vérité. D'accord. Ok, bon. Et c'est lors de cette c'est ça. recherche-là qu'il s'est rendu compte que par rapport à la vérité, ce que nous appelons vérité, la Bible n'est pas dans le coup. Ah ben Ou du d'accord. moins, cette partie de la Bible-là n'est pas dans le coup. Donc, D'accord. Donc, d'une certaine façon, si, peut-être je joue sur les mots, mais comme tu dis que de son point de vue, ce n'est pas historique, donc est-ce que sa conclusion à lui, c'est ce n'est pas vrai? Alors, Ou il est plus nuancé dans son propos? Est-ce qu'il se dit, Alors- bon, je n'ai peut-être pas trouvé de traces, mais est-ce que ça veut pas dire, pour autant, est-ce que c'est pas vrai? Est-ce que j'ai pas encore assez cherché? Puisque des fois, ça arrive que Alors, on fasse des trouvailles. je ne par sais la pas suite. combien de temps il me reste. Il me reste combien de temps à peu près? Allez, à peu près 5. 5 minutes. Oui, à peu près. Alors justement, il répond à cette question-là qui est très pertinente dans la deuxième partie de son livre. D'accord? Le rapport à la vérité. C'est ce que tu disais tout à l'heure. Bon, dans quelle mesure il y a un rapport à la vérité qui est plus ou moins manifeste. Alors je vais enjamber malheureusement un certain nombre de chapitres dont j'avais l'intention de vous parler, mais je vais répondre directement à ta question. En fait, il considère que... alors il faut d'abord évoquer la figure d'un roi qui s'appelait Josias et qui a vécu au 6e siècle avant Jésus-Christ. Et alors, on raconte son histoire dans le deuxième livre des rois, puisque vous savez que la Bible est divisée en livres. Et donc, dans le deuxième livre des rois, apparaît la figure de Josias et puis on raconte ce qu'il a fait de notable. D'accord ? Alors, il était le roi donc de la partie sud d'Israël, puisque vous savez que Israël a été scindé au début du 9e siècle en deux sous-États, l'État d'Israël à proprement parler, et puis l'État de Juda au sud, et lui était le roi de Juda. D'accord ? Et donc au 6e siècle, il lance une réforme religieuse extrêmement ambitieuse. D'accord ? Cette réforme-là est racontée donc dans le deuxième livre des rois, je vous l'ai dit. Et cette réforme-là consiste à détruire les traces de religion parasite, si vous voulez, qui s'étaient greffées autour de la vraie religion, de ce que les Israélites considéraient comme la vraie religion. Et il se met donc à faire détruire des idoles, puisque les idoles étaient encore, comment dirais-je, elles étaient encore adorées par certains Israélites. Donc il se met à faire détruire des idoles et surtout il renforce le conflit que l'État de Juda avait avec l'État voisin et rival d'Israël qui était au nord. D'accord ? Et donc pour affirmer, si vous voulez, la prééminence de Juda par rapport à Israël, pour renforcer son combat, il avait besoin d'être soutenu idéologiquement. Parce que Juda, c'est la thèse du livre, parce que Juda était plus faible théoriquement qu'Israël, donc lui, sa monarchie, ses secrétaires, son environnement, avaient besoin d'un renfort idéologique pour lutter efficacement contre Israël. Et ce renfort, justement, a été, pour renforcer son pouvoir, il aurait fait rédiger, en se basant sur d'anciennes légendes, que les Israélites se racontaient les uns les autres, etc., etc. Il a fait rédiger les premiers livres de la Bible. Et c'est pour ça que dans ces premiers livres-là, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on trouve des traces linguistiques du 7e siècle, de la langue hébraïque telle qu'elle était parlée au 7e siècle. Parce que justement,
ce serait, d'après lui, pendant cette période du 7e siècle-là, que les premiers livres auraient été rédigés. D'accord ? Que les premiers livres auraient été rédigés, ainsi que les livres narrant la conquête de Canaan, le but étant de justifier la victoire finale de Juda sur Israël. Voilà. Hein? C'est la raison qui l'aurait poussé, selon Israël Finkelstein, à faire rédiger, à faire compiler des légendes qui existaient déjà, certes, mais à leur donner une orientation particulière en faisant, en affirmant que, au fur et à mesure des siècles, Dieu serait intervenu pour permettre à la fin, dans cette rivalité-là entre les deux États, pour permettre à la fin à Juda de l'emporter sur sa rivale Israël. Voilà, c'est ça qui constitue le des fondements de ce livre qui est passionnant. Alors j'anticipe un petit peu sur ta question. Est-ce que c'est facile à lire? Oui, c'est facile à lire. Il prend des précautions, c'est-à-dire que dans son livre, il s'efforce systématiquement dans ses chapitres, si vous voulez, il s'efforce systématiquement d'évoquer la Bible elle-même, ce que raconte la Bible, et puis après, il explique, il commente, etc. Donc c'est facile à suivre. Effectivement. En tout cas, merci beaucoup Pierre-Philippe, merci beaucoup Madame Delorme. Merci pour ce moment où nous avons pu explorer des contrées aussi bien dans le temps, dans l'espace, dans la géographie du monde. Merci pour ces réflexions qui nous permettent de réfléchir aux crises, à la culture, à la construction de la connaissance. Merci aussi à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis pendant ce petit moment. Trop vite passé, madame. Oui, le temps passe vite. Et pourtant, ils étaient deux. Le temps passe vite. Donc, je vous donne rendez-vous pour une prochaine édition de Plaisir de lire, donc le mercredi à 15h. Et si ça vous intéresse de participer à l'émission comme Madame Delors, comme Pierre-Philippe, vous composez le 06 96 19 41 13 et ce sera avec un très grand plaisir que nous allons vous recevoir, peut-être un jour avec Madame Delors ou Pierre-Philippe, pourquoi pas, ou bien avec d'autres participants. En tout cas, nous vous souhaitons un bon après-midi et nous vous disons à très bientôt.